Je m'appelle Alice Vacchi, je suis business analyst depuis 2008. Je suis aux manettes du blog bestofbusinessanalyst.fr et également membre du conseil d'administration du chapitre France de l'International Institute of Business Analysis, qui est le schéma de certification historique des business analysts. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma newsletter, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous allez recevoir tous les 15 jours des informations diverses et variées, des articles, des vidéos, des événements, des formations, etc. sur le métier de business analyst. Vous pouvez aussi vous inscrire à ma page Facebook, à ma chaîne YouTube. J'ai aussi pour les podcasts la plateforme SoundCloud et je crois que je Twitter aussi. Twitter, je suis pas très active. Enfin, j'envoie des tweets, mais je suis pas très active dessus. Et bien entendu, LinkedIn, si vous voulez vous connecter à mon réseau, il n'y a aucun problème. J'accepte tout le monde, en tout cas tout le monde qui est ou veut être business analyst ou qui est dans ce milieu-là. Alors aujourd'hui, je réponds donc à une question que j'adore. Vraiment j'adore, c'est la suivante: comment développer sa créativité pour résoudre le problème d'une entreprise? C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que je rencontre souvent des business analysts qui sont un peu anxieux lorsqu'ils doivent proposer une solution à leurs clients ou à leur employeur. En fait, ils trouvent pas de solution, ils savent pas comment en fait être créatif pour proposer des solutions différentes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important et je vais vous en parler aujourd'hui parce qu'effectivement, comment est-ce qu'on peut faire quand on est plutôt habitué à exécuter des procédures et qu'on a oublié en fait à quel point on pouvait être créatif, notamment quand on était enfant, on était tous créatifs. Est-ce que finalement on est créatif ou est-ce qu'on peut le devenir? Est-ce qu'on peut améliorer cette compétence? Comment faire du coup pour proposer des solutions créatives à nos clients, parce qu'encore une fois, beaucoup de business analysts, surtout quand ils débutent, ont vraiment de grandes craintes quand il s'agit de proposer de sortir des clous en fait, et de proposer quelque chose de nouveau à leurs clients. Ils ont peur d'être mal perçus, ils ont peur de dire des bêtises, et donc voilà, cette notion de peur, c'est quelque chose de sous-jacent très important à comprendre quand on veut être créatif. Donc dans ce live, je vais vous expliquer comment faire pour développer cette compétence personnelle fondamentale pour être un bon business analyst. Enfin, quand je dis fondamentale, vous allez voir, ça dépend du type de business analyst que vous incarnez, parce que tout le monde n'a pas besoin d'être vraiment très créatif, et je vais vous en parler dans la deuxième partie. Alors comme d'habitude également, un plan en 4 parties. Donc la créativité, je vais vous expliquer quand même qu'est-ce que c'est, parce qu'on a tous une idée de ce que c'est, mais là je vais quand même bien centrer le débat pour évidemment le contexte du business analyst. Je vais vous parler de la créativité comme compétence clé en business analyse, entre parenthèses ou pas, parce que parfois on n'a pas besoin d'être créatif, je vous expliquerai dans quel contexte également. Je vous donnerai également 4 approches pour développer la créativité dans les organisations. Donc, quelles sont les approches que vous pouvez adopter en tant que business analyst pour favoriser la créativité sur vos projets. Et puis également, comment développer votre propre créativité en tant que personne, un business analyst. Alors, la définition de la créativité. Avant de commencer, si vous avez des questions, ou des commentaires, si vous voulez faire part de votre propre expérience, je serais ravie d'avoir tout cela par le chat de ce live. N'hésitez pas à me les poser, les questions, ou à faire part encore une fois de votre expérience. Je regarderai tout ça à la fin de ce live, je m'interromps pas pendant pour pas non plus que ça dure trop longtemps. Alors je reviens à ce live. Alors la créativité, qu'est-ce que c'est? Quand je regarde tout simplement le dictionnaire, on nous dit que c'est la capacité, le pouvoir qu'a un individu de créer, c'est-à-dire d'imaginer et de réaliser quelque chose de nouveau. Et j'ai trouvé une autre définition qui est à peu près la même, mais il y a des subtilités. C'est la capacité de découvrir une solution nouvelle, originale à un problème donné. Alors en fait, il faut comprendre que quand on parle de créativité, on a aussi une notion de but. Est-ce qu'on a un objectif, un but à atteindre, ou est-ce qu'on n'en a pas? Et là, on trouve qu'il y a 3 sortes de créativité. On a la créativité artistique, l'art en fait, quand il y a une toile, une peinture, elle a pas pour objectif de résoudre un problème, cette peinture. Son objectif est juste d'être admirée en fait, pour ce qu'elle est. Ensuite, vous avez la créativité scientifique. De son côté, en fait, la découverte scientifique, c'est pas le résultat de la recherche d'une vérité absolue. Quand on est dans une recherche scientifique, forcément on recherche quelque chose, mais souvent, en fait, on cherche plutôt à comprendre le pourquoi de certaines problématiques. Et en faisant cette recherche de pourquoi c'est comme ça, on arrive à une découverte scientifique. Donc il ne s'agit pas vraiment de créer quelque chose de nouveau. Voilà, l'objectif, c'est de comprendre pourquoi. Et puis après, vous avez
la créativité économique, ou la créativité également appelée conceptuelle. Et là, par contre, c'est vraiment ce qu'on trouve au cœur des entreprises. C'est ce qui permet de créer des solutions uniques et appropriées aux problèmes concrets des organisations ou du monde. Et c'est vraiment de cette sorte de créativité que je vais parler en fait pendant ce live, cette créativité économique. Donc vous avez compris, on met de côté tout le reste. Également, pour continuer sur cette notion de créativité, je voudrais faire un petit rappel, mais vous avez tous ça en tête, mais ça fait pas de mal. Parce qu'en fait, quand on est enfant et quand on est adulte, on n'a pas la même créativité. Quand on est enfant, on a une créativité, on va dire, naturelle. Parce que l'enfant, il fait pas de différence entre le rêve et la réalité. Il va dire, je veux être astronaute, je veux être danseuse, je veux être chanteuse, je veux être footballeur, etc. Et il va pas se dire, bah non, je peux pas, je suis nulle en sport, ou je chante comme un pied, donc je pourrais pas être chanteuse. Il va juste dire, voilà, c'est mon rêve, je veux. Voilà. Il fait pas de différence entre la réalité possible et son rêve. Et la créativité des enfants, elle se développe grâce au jeu. Les enfants, ils jouent ensemble, ils vont faire comme si, comme si j'étais un Indien ou un je sais pas quoi, ou un astronaute ou tout ce que vous voulez, ou une danseuse, et ils vont se déguiser, tout ça, ils vont faire comme si, et ils vont aussi copier les petits camarades. Donc si vous vous souvenez de vos jeux quand vous étiez enfant, moi personnellement j'aimais bien jouer au Lego, et quand je jouais au Lego et que par exemple je créais une maison en Lego et j'avais une copine à côté qui créait sa maison en Lego, et je regardais et ça fait des choses sympas, et je copiais. Donc les enfants, ils développent leur créativité en jouant et en imitant autour d'eux, et en étant en groupe également. La créativité, quand on est enfant, en fait, on nous demande pas de se préoccuper d'un résultat. Encore une fois, c'est un jeu, quoi. Donc quand vous allez, par exemple, je sais pas si vous avez des enfants pour certains d'entre vous, ou si vous avez des souvenirs de centres aérés, parfois on vous demandait de faire des créations éphémères. Moi, je suis dans une région, je suis en Provence-Alpes-Côte d'Azur, et donc on a la chance d'avoir la mer pas loin, et dans les centres aérés, souvent, les enfants, ils sont emmenés, par exemple, à la plage, et puis on leur demande d'aller ramasser des pommes de pin, je sais pas moi, des feuilles, des cailloux, tout ce que vous voulez, puis de créer sur la plage des créations éphémères. Donc là, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de résultat. On n'attend pas de résultat puisqu'à la fin, la mer, elle emporte tout. Donc le fait, voilà, de pas avoir de résultat, c'est ça aussi qui favorise la créativité. Le fait aussi d'être acteur. Les enfants, ils sont acteurs. On montre pas un film, ils sont acteurs. Ça développe leur créativité. Encore une fois, on valorise pas le résultat, on valorise le processus. C'est à l'instant présent. Et puis, on les autorise à explorer plein de choses, même si c'est salissant, c'est pas très grave. Donc ça, c'est quand on est enfant. Et vous voyez, en fait, quand j'entends certaines personnes qui disent « Mais non, mais moi, je suis pas créative. » Souviens-toi comment t'étais quand t'étais enfant. Je pense que t'étais créatif, peut-être à ta manière, mais chacun a sa manière d'être créatif. Mais tout le monde a une créativité en soi. Parce que c'est important de le comprendre, parce que vous allez voir, quand je vais vous parler des approches pour stimuler la créativité en entreprise, vous allez voir, finalement, on va se raccrocher un petit peu à ce qu'on connaît déjà, à ce qu'on faisait déjà quand on était enfant. Et ça va vous aider, vous, en tant que business analyst, à stimuler la créativité de vos contributeurs quand vous allez les solliciter pour vous aider à recommander, à imaginer une solution. Alors, ça, c'est quand on est enfant. Quand on est adulte, le principe de réalité, il est inculqué par l'éducation, par la culture, etc. Et en gros, on nous met dans nos têtes plein de peurs, la peur d'échouer, la peur d'être rejeté, d'être abandonné, d'être humilié, tout ce que vous voulez, toutes les peurs. C'est ce que malheureusement on apprend en grandissant, et du coup en tant qu'adulte, en fait, on se coupe peu à peu de notre créativité pour finir par ne faire finalement que tout ce que tout le monde fait déjà, et tout ce qui est approuvé par le groupe auquel on appartient. Donc on va revenir sur cette notion de peur dans une des approches pour stimuler la créativité en entreprise, parce que c'est important. Donc ça, c'est la définition de la créativité. C'est important qu'on soit d'accord sur ce que c'est. Et maintenant, côté business analyst. Alors, on dit souvent, il y a les hard skills et les soft skills, dans les compétences professionnelles versus les compétences inter- et intrapersonnelles. Et parmi les compétences inter- et intrapersonnelles, on a la communication, la présentation, on a plein de choses, et on a entre autres la créativité qui revient souvent. Mais il faut comprendre aussi que tous les business analysts n'ont pas une nécessité à avoir cette capacité de créativité. Pourquoi? Parce que d'abord, ça dépend du type de business analyse que vous faites.
J'en ai parlé très souvent, mais on a en gros 3 grandes catégories de business analysts. On a les business analysts métiers, les business analysts gouvernance et les business analysts en système d'information. Et je reviens vraiment pas dessus parce que j'en ai parlé dans pas mal d'autres vidéos et articles, donc je vous invite à aller regarder un petit peu, à fouiller sur mon blog et sur ma chaîne YouTube si vous n'avez pas tout en tête sur ce que sont ces 3 catégories de business analysts. Mais en gros, il n'y a que le business analyst en système d'information qui a en finalité de participer à la création et à la mise en œuvre d'une solution informatique. Les autres, ils ont d'autres finalités, mais c'est pas des finalités informatiques. Et même au sein des business analysts en système d'information, on a après 2 grandes catégories, même plus, mais je vais faire simple. Au niveau de la solution informatique, on a les solutions informatiques qu'on appelle les COTS, C-O-T-S, c'est Commercial Off the Shelf, c'est les logiciels sur étagère. Et puis on a les logiciels personnalisés, en fait créés à partir de rien. Donc d'un côté, en tant que business analyst, vous allez participer à la mise en place d'un logiciel sur étagère qui existe déjà. Il est déjà vendu sur le marché. Typiquement, ce sont les ERP, comme SAP par exemple, les logiciels de business intelligence, les PLM, les CRM. Donc ça, si vous connaissez pas du tout tous ces acronymes, fouillez dans mon blog parce que je l'explique pas mal. Et en fait, tous ces logiciels, ils existent déjà. Et en tant que business analyst, on vous demande de pas être créatif, justement. Parce que on va vous demander, effectivement, de savoir exploiter les fonctionnalités existantes du logiciel pour les personnaliser. Mais c'est de l'astuce, faut être astucieux. C'est pas ce qu'on appelle réellement de la créativité. Donc ça, effectivement, créativité pas importante dans ce cadre-là. Par contre, lorsque vous êtes business analyst, métier, gouvernance ou IT, mais sur les logiciels personnalisés, là par contre, c'est une compétence qui est très importante à développer parce qu'on va vous demander d'identifier plusieurs solutions, de les recommander et après de les concevoir. Et donc à partir de rien. Donc ça c'est vraiment un point important à comprendre. Ensuite, en business analyse, il faut comprendre que, alors admettons que vous êtes business analyst en système d'information, eh bien vous avez plusieurs activités possibles. Vous ferez peut-être pas toutes les activités, mais vous en ferez parfois un certain nombre. Les activités, là encore, je vous redirige sur mon blog où j'explique pas mal de choses, mais vous avez tout ce qui est pré-projet, donc étude d'opportunité, cadrage, business case. Vous avez après le projet en lui-même quand il est lancé, avec tout ce qui est analyse, tout ce qui est recommandation de solutions, conception fonctionnelle, les tests, la conduite du changement, la formation, etc. Et donc toutes ces activités, elles vont s'étalonner tout au long du projet, et il y en a certaines qui seront plus créatives que d'autres. Et celles qui seront plus créatives, je pense que vous le savez déjà, c'est celles qui sont en début de projet lorsqu'il n'y a rien en fait, lorsqu'on a un peu un magma où l'information est plus ou moins là, où le client ne sait pas forcément ce qu'il veut, et en fait c'est là qu'en tant que business analyst, vous avez le plus de créativité qui est nécessaire pour proposer des solutions à une problématique que rencontre votre client final. Et puis après le projet, il y a la solution qui est qui est déployée et qui va être maintenue pendant un certain temps jusqu'à ce qu'elle soit obsolète, jusqu'à ce qu'elle meure. C'est ce qu'on appelle la phase de maintenance évolutive et corrective. Et là, effectivement, on est beaucoup moins créatif également parce que c'est souvent des évolutions ponctuelles ou des corrections de bugs. Donc là, la créativité est également beaucoup moins de mise. Donc voilà, donc là il faut que vous compreniez bien, et je soulignerai que même si vous travaillez par exemple sur des tests, qui est une activité qui n'est pas forcément créative, on peut être créatif quand même. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous allez dérouler un processus pour faire votre stratégie test ou faire vos tests que vous allez être entre guillemets bête et méchant et vous n'allez pas réfléchir. Vous pouvez avoir une approche de test créative parce que vous allez vous adapter à votre environnement, aux utilisateurs finaux, aux clients. Par exemple, si vous êtes en mode agile et que vous êtes en approche agile et que vous vous basez sur ce qu'on appelle des personas, c'est-à-dire l'identification d'un client cible auquel on met une photo, un nom, un prénom, on lui imagine sa vie, on appelle ça des personas. Vous pouvez utiliser cette notion de persona pour être créatif dans votre approche de test. Mais il est vrai quand même que c'est beaucoup moins créatif que ce qui est en début de projet. Alors, ça c'est pour vraiment comprendre dans le domaine de la business analyst comment la créativité est importante. Maintenant, je vais vous donner 4 approches qui vous permettront de développer la créativité dans les organisations. Parce qu'en tant que business analyst,
On va pas vous demander de créer une solution tout seul dans votre coin. Jamais. Un business analyst, c'est un facilitateur, c'est quelqu'un qui va aller chercher l'information où elle existe, c'est-à-dire auprès des SME, des subject matter experts, des experts qui ont la connaissance. Sa capacité à lui, ses compétences, ça va être d'aller chercher l'information, d'avoir du recul, de savoir faire parler les gens, d'aller vérifier que c'est une information qui est fiable, qui est exhaustive, qui est vérifiée, de faire en sorte que tous les contributeurs ils aient un consensus, parce qu'il y a parfois des contributeurs qui ont des intérêts opposés pour une même problématique, la résolution d'une même problématique. Ça, c'est la plus-value du business analyst. On va pas vous demander d'être un chercheur, d'être Albert Einstein et d'inventer quelque chose pour l'entreprise. On va vous demander d'aller stimuler la créativité de vos contributeurs, de votre client, et vous-même d'avoir une posture ouverte pour accueillir des idées parfois très différentes de ce que vous pourriez imaginer ou de ce que les autres pourraient penser, pour justement imaginer une solution créative et innovante. Donc la première approche pour développer la créativité dans les organisations, je l'ai appelée le leader mégalo et illuminé. Alors, pourquoi? Parce que j'ai en tête tout de suite Elon Musk, qui est le CEO de Tesla et de SpaceX. Donc, je pense que tout le monde connaît les voitures Tesla, et SpaceX fait souvent l'actualité en ce moment parce qu'ils envoient des fusées réutilisables, partiellement réutilisables, par exemple approvisionner la station l'ISS, la station internationale. Et en fait, Elon Musk, je vous conseille une lecture que j'ai adorée. C'est un livre qui s'appelle Elon Musk, Tesla, PayPal, parce que c'est aussi lui le co-inventeur de PayPal, SpaceX, l'entrepreneur qui va changer le monde, de Ashley Vance. Je vous mets dans la description de ce live le lien vers le livre, parce que il est juste enthousiasmant au possible. Je l'ai lu vraiment par curiosité, parce que j'étais absolument pas fan du bonhomme, mais par curiosité, et maintenant je suis fan du bonhomme, parce que quand vous voyez la créativité qu'il déploie, ok, c'est un fou, c'est un mégalo, mais il a une créativité de folie, et en fait, voilà, il arrive à créer des choses alors qu'on lui dit c'est pas possible. Et il a des obstacles, il va trouver un moyen de contourner les obstacles. Et c'est intéressant parce que c'est pour ça que j'ai appelé cette approche l'approche le leader mégalo illuminé, parce que comment il fait Elon Musk pour stimuler la créativité de ses équipes? Est-ce qu'il se contente d'embaucher des gens créatifs? Oui, beaucoup, mais pas que. Il y a des gens totalement normaux, hein, entre guillemets. Hein. Quand je dis normaux, c'est pas péjoratif. C'est pas des gens qui sortent de l'ordinaire, qui sont des Albert Einstein en puissance. Ben, comment il fait? Il va les challenger. Donc, par exemple, dans le livre, ce qui est fascinant, c'est que il explique que quand il a dû faire concevoir ses premières voitures Tesla, eh bien il allait sur les chaînes de montage ou les chaînes où il faisait les essais, et puis il se mettait dans la peau de l'utilisateur, de celui qui allait lui acheter la voiture. Donc par exemple, lui, il a une famille nombreuse, et il a constaté que la banquette arrière, quand il voulait mettre un siège enfant au milieu, parce qu'il avait 3 enfants en bas âge, il n'arrivait pas, il était obligé de se tortiller, c'était compliqué, il se cassait le dos, et donc il a dit inventez-moi un système pour que le 3e siège enfant il puisse être mis facilement sur la banquette arrière. Et quand il a demandé à ses équipes, dans le livre, ils expliquent qu'en fait, il pète un câble, en fait, hein, il devient fou. Hein. Voilà, donc il est quand même mégalo et illuminé, comme on dit, il le dit pas avec des pincettes. Hein. Après, un autre exemple que j'ai adoré, c'est des voitures électriques. Donc des voitures électriques, il faut que au niveau de la consommation électrique, ce soit des voitures légères, parce que sinon on fait 50 km et on s'arrête. Et lui, ce qu'il a dit, la carrosserie en acier, c'est trop lourd. Vous me le remplacez, vous mettez de l'aluminium à la place. Voilà, carrosserie en aluminium. Donc les ingénieurs sont dépatouillés pour faire la carrosserie en aluminium, ça aille bien. Et puis quand ils ont voulu passer à l'étape de la peinture, donc peindre la carrosserie, ils se sont rendus compte que ça marchait pas, parce que les jointures entre les plaques d'aluminium, eh bien la peinture elle adhérait pas. Donc catastrophe, qu'est-ce qu'on fait? Ça marche pas. Et Elon Musk, pareil, il pète son câble, débrouillez-vous et tout. Et qu'est-ce qu'il allait faire? Il est allé chercher du côté de son autre entreprise, qui est SpaceX, qui fait des fusées. Il est allé chercher le côté aéronautique. Qu'est-ce qui se passe? Parce que les fusées, elles sont soumises à des contraintes gigantesques, hein, et donc il y a forcément des technologies particulières pour ce champ d'application. Et bien, ils sont allés utiliser ce qui se faisait pour la peinture sur les fusées. Et ils ont réussi, du coup, à faire le challenge de peindre une voiture en aluminium sans qu'on voit les jointures. Si vous regardez une Tesla, vous voyez pas les jointures entre les plaques.
Je peux vous donner plein d'autres exemples qui sont juste fabuleuses, donc je vous vraiment invite à aller regarder, à lire le livre que je vous ai mentionné, parce qu'il va vous donner des idées sur ce que c'est que la créativité et comment on peut réussir à la développer, alors qu'a priori tout le monde vous dira mais non, c'est pas possible, tout le monde a essayé avant, personne n'a réussi, pourquoi toi tu réussirais? Eh ben, c'est un état d'esprit. Alors, il faut savoir que Elon Musk, il ne tolère pas qu'on lui dise que c'est pas possible. S'il vous dit je veux faire ça, je veux aller sur Pluton demain, et si vous lui dites bah Elon, c'est pas possible, il vous dégage, il pète son câble et vous êtes viré. Donc, il provoque au sein de ces entreprises à la fois un énorme élan d'enthousiasme de créer des choses qui n'existent pas, et en même temps un climat d'anxiété très fort, parce que forcément tout le monde a peur de se faire virer du jour au lendemain parce qu'il prend vraiment aucune pincette. Donc cet état de stress et d'anxiété qui pèse sur ses collaborateurs, bon ils savent, hein, quand ils sont embauchés, ils savent très bien qu'ils vont affronter ça, mais ça les pousse à trouver des solutions ou alors à partir, voilà, de gré ou de force. Donc la manière de réagir au stress est quand même évidemment très différente selon les gens, on est tous d'accord. Moi personnellement, j'adore le bonhomme en tant qu'inventeur, mais pour rien au monde j'irai travailler dans sa boîte, j'ai pas envie de vivre dans cet environnement de stress. C'est pas mon objectif de vie, voilà. Et il faut savoir, en fait, pourquoi je vous parle de peur et d'anxiété, parce que il y a beaucoup d'études qui ont montré que quand on est, les personnes anxieuses, elles sont moins créatives, parce que créer demande une attitude, on va dire positive et d'ouverture. Et quand on est anxieux, c'est très difficile parce qu'on tend à imaginer le pire et à être très critique envers soi-même. C'est un frein à la créativité. Alors j'ai noté peur de se tromper ou peur de l'échec, parce qu'en fait concevoir quelque chose de nouveau, eh bien ça implique d'accepter de commettre des erreurs. Quand on est anxieux, c'est quelque chose qu'on a du mal à accepter. La crainte de la nouveauté aussi, chez les personnes anxieuses, en fait, les personnes anxieuses, elles préfèrent le confort des habitudes, parce que l'inconnu est un synonyme de danger. Donc c'est une attitude qui freine également la créativité, parce que ça implique encore une fois d'accepter l'inconnu. Après, quand on est anxieux, eh ben, on a souvent une attitude qui est assez négative face aux problèmes, parce qu'on a des fausses croyances dans le fait qu'on n'est pas capable de les résoudre. Donc là aussi, c'est un frein à la créativité, puisque la créativité, c'est faire face à un problème pour trouver une solution. Donc si d'emblée on a une attitude négative, on n'aura pas la capacité à trouver des solutions facilement. Et puis enfin, quand on est anxieux, on a une difficulté à demeurer dans le moment présent, parce qu'on est toujours en train d'anticiper les catastrophes qui vont arriver plus tard. Et en réalité, vous vous souvenez de mes exemples sur les enfants, les enfants, ils sont dans le temps présent, ils jouent, ils sont pas en train de penser à ce qu'ils ont fait hier ou ce qu'ils feront dans 2 ans. Ils jouent dans l'instant présent. Et ça, c'est vraiment ce qui favorise la créativité. Donc, quand on voit ça, vous doutez bien que l'approche Elon Musk, que j'ai nommé donc le leader mégalo et illuminé, c'est pas quelque chose qu'on peut appliquer à tout le monde, parce qu'il y a plein de gens qui auront qui auront de l'anxiété, hein, c'est tout à fait naturel, et qui seront pas capables de gérer en fait cette anxiété et donc d'être créatifs. Donc évidemment, je vais pas m'attarder sur cette première approche, mais je voulais quand même la mentionner parce que je la trouve très intéressante. Alors la deuxième approche, c'est ce qu'on appelle le benchmark. Je suis sûre que vous avez tous plus ou moins entendu parler de ce terme, même si vous ne savez pas forcément ce que c'est. Le benchmark, c'est quoi? C'est en français l'analyse comparative. Alors la définition exacte, c'est la suivante: processus d'identification, d'analyse, d'adaptation et d'implantation des meilleures pratiques de gestion pour améliorer la performance d'une entreprise. Alors, je ne vais pas m'attarder dessus, mais je vais quand même vous donner les 4 grands types de benchmark et en quoi, en fait, ça peut aider à développer la créativité pour que vous puissiez trouver des solutions à une problématique. En tant que business analyst, encore une fois. Alors, la première catégorie, c'est ce qu'on appelle le benchmark interne, c'est-à-dire vous comparez votre organisation ou votre département avec les meilleurs départements ou business units de votre propre entreprise pour le champ sélectionné au préalable. Par exemple, je sais pas, vous voulez améliorer le processus d'intégration d'un nouvel arrivant et dans votre département, ça a l'air compliqué. En tout cas, les retours que vous avez font que les nouveaux, ils se sentent perdus, pas soutenus, etc. Par contre, vous savez qu'au département, commercial, les nouveaux commerciaux, quand ils sont embauchés, ils sont efficaces très rapidement, très performants et c'est vraiment les meilleurs. Vous voyez qu'apparemment, il y a un processus d'onboarding qui est très efficace. Donc, vous allez aller comparer votre processus avec vous allez aller
voir le processus de montée en compétence des nouveaux arrivants dans le département de votre entreprise qui est le meilleur, pour voir comment ils procèdent et pour vous approprier les bonnes pratiques. Lorsque vous êtes évidemment sur un projet de système d'information, ça peut être intéressant de voir comment une application a été appropriée par les utilisateurs du département comptabilité, qui apparemment se l'approprient très très bien par rapport au département marketing où ils veulent pas utiliser une nouvelle application. Après, vous avez une deuxième catégorie de benchmark qui est le benchmark compétitif ou concurrentiel. Dans ce type d'analyse, vos partenaires de benchmark, c'est vos concurrents directs. Donc, vous êtes, je sais pas, une société dans l'automobile, vous êtes Renault, vous allez aller comparer ce que fait, je sais pas, Peugeot, Nissan, Volkswagen, etc. Croyez pas que ça soit quelque chose de rare, hein. C'est assez fréquent. Les entreprises, elles sont souvent, elles sont friandes en fait de ce type de benchmark, et souvent elles font des groupes en fait, des associations où elles acceptent de partager leurs informations. Alors évidemment à un certain niveau de confidentialité, mais au groupe de manière à ce qu'elles aussi en échange elles puissent récupérer des informations. Eh bien, ce type de benchmark est aussi très intéressant parce que ça va vous ouvrir le champ des possibles sur ce qui est possible de faire ailleurs. Ensuite, vous avez une troisième catégorie d'analyse comparative qui s'appelle le benchmark fonctionnel. Ça, c'est un type de benchmark qui va comparer vos performances avec celles d'entreprises du même secteur d'activité que le vôtre, mais qui sont pas en concurrence et qui sont considérées comme les meilleures de leur catégorie. Typiquement, vous êtes je sais pas, une société qui fait des boissons, qui fabrique des boissons, et le secteur d'activité, c'est donc tout ce qui est alimentaire. Vous pouvez peut-être aller voir une société qui fait, je sais pas moi, de l'emballage de viande, par exemple. Parce que vous avez besoin, vous, d'améliorer votre processus peut-être de mise en bouteille. Donc, c'est pas un concurrent direct, mais ça va vous permettre d'améliorer votre perception de ce qu'il y a de meilleur sur le marché. Et puis après, vous avez le benchmark horizontal. Et là, c'est quoi? C'est des entreprises de tout secteur d'activité qui sont reconnues pour leur excellence. Si vous regardez souvent la presse ou même si vous êtes issu d'une école de management ou de commerce, souvent on vous fait des cas d'études, des cas d'école de Apple, Intel, Microsoft, Toyota, etc. qui sont examinés à la loupe. En fait, ces entreprises multinationales, elles sont souvent décortiquées pour essayer de voir leurs bonnes pratiques. Qu'est-ce qui fait que ça marche et que ça marche pas? Alors, c'est pas des entreprises nécessairement connues, hein, ça peut être simplement des entreprises qui réussissent et qui établissent des normes d'excellence dans leur secteur. Mais bon, sachez que voilà, c'est dans l'immense majorité des cas, en fait, l'innovation, la créativité, ça ne crée pas quelque chose de totalement nouveau. Faut pas croire que créativité ou innovation égale totalement nouveau. En général, à 95%, voire 99% des cas, en fait, c'est simplement un assemblage, une réutilisation d'idées qui existent ailleurs et qui sont réappropriées. Donc le benchmark, ça vous sert à analyser ce qui se fait de mieux ailleurs pour vous l'approprier et proposer des solutions qui seront peut-être innovantes pour votre département, votre entreprise, votre secteur d'activité, mais qui existent déjà par ailleurs. Alors, ça c'est la deuxième approche. La troisième approche, c'est le design thinking. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo parce que je donnais mon retour d'expérience sur des séances de design thinking que moi j'avais fait sur une de mes missions. Alors, le design thinking, je vous mets également d'ailleurs dans la description une recommandation de lecture pour celles et ceux qui veulent approfondir, parce que c'est un livre très très facile à lire et qui donne vraiment les grandes, les grandes étapes de design thinking. Et quand moi-même, en tant que business analyst, j'ai eu à faire un atelier de design thinking, je n'avais pas été formée avant, et en fait, j'ai utilisé ce livre pour m'auto-former et préparer mes ateliers. Je dis pas que je l'ai fait parfaitement, et d'ailleurs je vais vous expliquer pourquoi je l'ai pas fait parfaitement, mais sachez que voilà, vous n'êtes pas obligé d'être formé de manière académique pour pouvoir appliquer des approches. Vous pouvez juste lire des bouquins ou aller sur YouTube, etc. Et puis ça peut vous servir de déclencheur pour être efficace sur votre métier de business analyst. Donc, je reviens, je m'étale. Le design thinking, c'est en fait comment trouver des solutions en se focalisant sur les besoins des clients sans se préoccuper, du moins tout de suite, sans se préoccuper de la faisabilité réelle de la solution évoquée. Alors, c'est une approche qui est faite d'une phase qu'on appelle de divergence, où tout le monde, tous les contributeurs vont balancer toutes les idées de solutions possibles et imaginables, sans se préoccuper de savoir si c'est faisable. Et après, il y a une phase de convergence,
où parmi toutes les idées qui ont été présentées, eh bien, on va les mettre en perspective avec la faisabilité, le budget, la disponibilité, les ressources, etc. Après, il y aura une phase de maquettage. Et puis il y aura un retour client. Enfin, je vais pas encore donner trop de détails parce que ça serait trop long. Je vais vous donner juste 2 exemples. Premier exemple d'application de design thinking et donc de créativité. Une société anglaise qui fabriquait des chips, et donc des paquets de chips, dans des petits paquets, là, s'est rendu compte que donc en fait, sa cible, c'était des hommes d'une quarantaine d'années qui mangeaient des chips sur leur canapé en regardant des matchs à la télé. Et en fait, à chaque fois qu'ils mangeaient des chips, en regardant l'écran, ils regardent pas le paquet de chips, ils plongent la main dans le paquet de chips, et à la fin du paquet, c'est compliqué d'atteindre les dernières chips parce qu'elles sont tout au fond. Ils mettent la main avec difficulté dans le petit paquet de chips, et comme les hommes ont des plus grosses mains que les femmes ou les enfants, c'est parfois un peu compliqué, ils se salissent la main, et en plus ils n'arrivent pas à attraper les dernières chips. Donc ça, c'était leur problématique. Ils se sont dit comment on peut faire pour améliorer leur expérience puisque c'est notre cible principale. Mais au final, après les ateliers de design thinking, ils ont créé un paquet de chips qui tout simplement s'ouvrait dans la longueur et pas dans la largeur. L'ouverture était plus large, hein, la main de leur cible pouvait, donc les clients cibles des hommes pouvaient aller dans le paquet sans problème et sans se salir puisque c'était moins profond. Vous voyez, c'est un exemple qui n'a absolument rien à voir avec la technologie. Et pour autant, c'est du design thinking, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas forcément réfléchi ou imaginé ou créé sans cet atelier-là. Un autre exemple d'utilisation de design thinking pour être créatif, c'est notamment alors un exemple de l'ascenseur. Alors, si par exemple votre problème c'est que vous êtes dans une tour de, je sais pas moi, 14 étages, et vous voulez trouver un moyen pour arriver facilement à votre bureau. On va vous dire, tu prends l'ascenseur qui va du rez-de-chaussée au 14e étage. Après, tu marches dans les couloirs et puis, à un moment donné, tu arriveras à ton bureau. Une solution, ça pourrait être imaginé totalement différent. C'est-à-dire, je veux la solution, un engin qui m'amène non pas de l'étage rez-de-chaussée au 14e étage, mais directement à la porte de mon bureau. Moi, j'ai pas envie de passer 5 minutes dans les longs couloirs du 14e étage. Je veux aller directement à mon bureau. Donc là, vu comme ça, on se dira, c'est pas possible technologiquement. Comment tu peux imaginer qu'un ascenseur qui se déplacerait comme ça, c'est juste pas possible. Et puis ça coûterait trop cher. Et puis etc., etc. Donc en fait, le design thinking, c'est de dire, voilà toutes les solutions que j'envisage. Je suis même pas en train de réfléchir que c'est possible ou pas possible, que j'ai le budget, pas le budget. Et après, sur la masse de solutions potentielles, là, on va réfléchir à la faisabilité. Donc ça, c'est la 3e approche. Alors, juste un petit point sur mon exemple perso. Comment j'ai préparé mon design thinking? Tout d'abord, en allant déjà en essayant d'identifier les contributeurs clés. Parce tu peux pas prendre n'importe quel contributeur dans ces cas-là. Il faut des gens qui t'apportent de l'information. Donc déjà, l'analyse précise des contributeurs qui vont pouvoir participer est importante. Ensuite, les groupes dans le design thinking, c'est en gros entre 8 et 20 personnes. Moins, ça empêche la créativité. Au-delà, ça l'empêche également. Donc, il faut structurer des groupes de travail entre 8 et 20 personnes. Donc, il a fallu que je prépare tout ça, que j'aille faire de l'élicitation, j'aille recueillir auprès des managers et tout, à ton avis, qui je pourrais prendre, j'aurais besoin de quelqu'un qui ait cette sensibilité sur tel domaine métier et sur tel autre domaine métier, puis j'ai besoin de quelqu'un qui soit disponible, parce que quand on fait du design thinking, c'est des séances longues, c'est des séances, en plus quand tu commences une séance, il faut que tu continues les suivantes, donc tout le monde n'est pas disponible, il y a beaucoup de contraintes à prendre en compte. Donc moi, ça m'a pris déjà beaucoup de temps pour identifier les bonnes personnes. Ensuite, une fois que tu identifies les bonnes personnes, tu dois préparer la séance. Et une séance de design thinking, c'est pas une séance on va dire classique où tout le monde est autour d'une table et on discute. On met les gens en condition. Donc typiquement, j'avais accès à des salles très particulières qui stimulent la créativité, où il n'y a pas de table, il n'y a pas de chaise, il y a des fauteuils, il y a des poufs, il y a des couleurs, il y a des baby-foot, il y a des trucs ludiques en fait un peu partout. On peut écrire sur les murs parce que les murs c'est que des tableaux blancs. Il y a des tas des post-it, on peut prendre plein de post-it de plein de couleurs. En fait voilà, c'est vraiment une sorte de boîte à outils. La salle en elle-même est une boîte à outils de créativité. Effectivement, c'est pas le cas de toutes les entreprises. Il y a plein d'entreprises qui n'ont pas ça.
Mais moi, j'avais cette chance-là de pouvoir accéder à cette ressource-là. Et puis après, pendant la séance, vous êtes, en tant que business analyst, vous êtes un animateur, un facilitateur. Donc vous devez expliquer déjà la démarche de design thinking, parce qu'il y a plein de gens qui connaissent pas, qui vont d'emblée mettre des freins à leur créativité parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Donc il y a une première étape où vous allez les débloquer. Voilà, vous êtes là pour leur expliquer que laisse-toi aller, cool, t'inventes tout, on va pas te juger, on va pas dire que tu dis des bêtises. Et en fait, vous allez voir au fur et à mesure que les gens ils se piquent au jeu, et ça peut être très rigolo. Et puis on les met dans cette condition, on se tutoie, on fait des pauses sympas, il y en a qui jouent au baby foot, au machin. Enfin, c'est vraiment une manière de faire qui est très particulière pour stimuler la créativité. Parce que la créativité, vous avez bien compris, elle se décrète pas d'un coup comme ça, tac, on va être créatif. Il y a aussi toute une ambiance pour lâcher un peu les chevaux. Alors moi, ça n'a pas fonctionné très très bien, du moins pas à la hauteur de mes attentes, parce que effectivement, les gens manquent de disponibilité. C'est là que le management est important pour un petit peu forcer les gens à libérer du temps dans leur agenda pour ce type de séance, on va dire, de design thinking. Et moi, il y a des gens qui sont venus au début, après qui ont eu des urgences, donc ils sont pas venus à la deuxième séance, mais du coup, ça casse complètement le rythme de divergence, convergence, etc. Après, j'avais pas assez de disponibilité, on m'avait accordé 2 séances seulement de 3 heures, ce qui est insuffisant pour le faire correctement. Donc sachez que cette approche-là, elle est top, elle est géniale pour la créativité, mais qu'il y a aussi beaucoup de contraintes à prendre en compte pour pouvoir faire quelque chose de vraiment efficace pour sortir la créativité du cerveau de vos contributeurs. Alors j'ai quand même retiré beaucoup d'avantages, je vous rassure, des discussions collaboratives géniales, des émergences d'idées, des recueils de besoins cachés. Ça m'a permis de faire participer beaucoup de gens qui sont introvertis, timides, qui grâce à cette ambiance un peu particulière, sont un peu sortis de leur réserve. Donc il y a eu quand même plein de choses positives, mais sachez que c'est une approche qui mérite quand même beaucoup de préparation et un contexte particulier. 4e approche, je vais pas le dire pendant très longtemps parce que je la maîtrise pas super bien, mais je l'ai trouvée très intéressante. Il s'agit de l'effectuation. Alors l'effectuation, je vais vous envoyer vers le replay d'un webinar qui a été organisé par IIBA Geneva, donc l'International Institute of Business Analysis, le chapitre de Genève. Vous verrez, je vous mets le lien dans la description. C'est un replay de l'atelier qui s'appelait l'effectuation pour développer des projets innovants. Et j'ai été facilitatrice ce jour-là, et on a été formés un petit peu avant par le conférencier pour savoir ce que c'était. Et je vous avoue que pendant la formation, avant l'atelier, il y a un changement de paradigme à avoir pour se mettre dans la peau de ce que c'est que l'effectuation, qui est pas facile parce qu'on a tellement nos croyances et nos habitudes que c'est pas forcément évident. Alors l'effectuation, c'est quoi? C'est trouver des solutions à des problèmes, mais sans réfléchir à leur cause racine. En général, quand on est business analyst ou manager, on dit, ok, t'as un problème, on va appliquer des méthodes, par exemple la méthode des 5 pourquoi, pour identifier la cause racine du problème, et c'est cette cause racine qu'on va soigner, réparer, corriger. Et en fait, on est habitué à réfléchir comme ça. En effectuation, on va pas du tout chercher la cause racine d'un problème. Parce que les problèmes qu'on va adresser, c'est des problèmes complexes qui font intervenir l'humain. Par exemple, un problème complexe, c'est l'écologie. Parce que tout le monde a son opinion sur l'écologie. C'est tout ce qui est grève, les gilets jaunes et tout ça. C'est complexe parce que chacun a son opinion. Donc on peut pas résoudre des problèmes complexes qui font intervenir l'humain de manière, on va dire, classique. Et les entreprises, elles ont souvent face à ces problèmes complexes. Par exemple, la conduite du changement, eh bien, c'est complexe dans certaines entreprises. Donc, l'effectuation, trouver des solutions aux problèmes sans réfléchir à leur cause racine, mais en se focalisant sur les opportunités créées quand vous aurez résolu le problème et les moyens réels à mettre sur la table. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de se dire, voilà la source de mon problème, on se focalise sur, j'ai un problème. Par exemple, j'ai des embouteillages tous les jours entre 17h et 20h dans ma ville et je voudrais fluidifier le trafic. Ça, c'est mon problème. Là, l'opportunité, c'est le problème pris au sens négatif. C'est je n'ai plus d'embouteillage entre 17h et 20h. Donc ça, c'est l'opportunité que je veux atteindre. Et sur cette opportunité à atteindre, on va réfléchir à toutes les opportunités que ça créerait. J'aurais moins de pollution à l'ozone, je rentrerai plus tôt chez moi, je profiterai donc plus de la vie de famille. Ça, c'est les opportunités qu'on veut atteindre.
Et après, je vous passe la méthode, hein, il y a des filtres après par lesquels ces opportunités vont passer, qui vont à la fin nous permettre de trouver une solution à ce problème complexe. Donc ça, c'est une quatrième approche. Je vous en dis pas plus parce que, encore une fois, je la maîtrise pas suffisamment pour donner les détails. Mais il y a un site internet qui existe sur l'effectuation. Il y a le replay aussi qui est très intéressant que je vous conseille. Et ça, c'est génial parce que au niveau créativité, ça va vous obliger, ça va vous conduire à être créatif en fait, parce que ça va vous faire passer par-dessus toutes vos croyances et vos peurs sur lesquelles justement l'effectuation ne s'attarde pas. Et j'ai oublié de dire que la contrainte, c'est que les gens qui discutent de ça, c'est des gens qui ont des moyens à mettre en place, des moyens en temps, une disponibilité, ou en argent, ou en ressources quelconques. Si t'as pas de moyens à mettre en place dans la résolution créative d'un problème, t'es pas invité à réfléchir. Enfin, du moins, t'es pas invité à réfléchir puisque de toute manière, t'as pas de moyens à mettre en œuvre. Donc ça, c'est la quatrième approche qui était la quatrième sur les 4. Il est déjà 12h57, mon Dieu. Comme prévu, j'ai complètement explosé mon timing. J'ai quand même une quatrième partie et je vais la faire rapidement parce que j'ai fait un article dessus récemment sur la créativité et je vous inviterai à le lire pour plus d'informations. Parce qu'il faut comprendre comment vous faites vous pour développer votre propre créativité. Parce que c'est bien d'aller la stimuler chez vos contributeurs, mais en tant que business analyst, c'est bien aussi d'en avoir la créativité parce que vous n'avez pas tout le temps des contributeurs sous la main. Il y a des fois, il faut avoir un paradigme, une manière de voir les choses différentes pour pouvoir être force de proposition. Alors, il y a plein d'approches qui existent au niveau de la créativité. Je vous en ai nommé 4. C'est des approches qui naissent, qui meurent chaque année, qui sont réinventées sur la base d'autres approches qui existent déjà. Donc si vous en connaissez d'autres, surtout d'ailleurs, ça m'intéresse que vous m'en parliez. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. C'est super intéressant de pouvoir échanger là-dessus. Mais néanmoins, sachez que les facteurs qu'on va retrouver dans la plupart des approches conceptuelles pour développer la créativité des entreprises, c'est les suivants. Tout d'abord, la curiosité. Il faut avoir un intérêt dans le problème à résoudre. Donc, c'est vrai que en tant que business analyst, si vous êtes mis sur une mission qui vous intéresse pas, ça va être compliqué d'avoir de la créativité. Ça va être juste, on va dire naturel de pas avoir de créativité. Ça va être va falloir se faire violence en fait pour développer cette créativité. Donc, c'est bien que moi, je sais que quand je change de mission et que je découvre une nouvelle entreprise, un nouveau secteur, en général, j'adore apprendre à connaître le métier d'entreprise et faire comme si j'étais moi-même un salarié de l'entreprise, puisque moi je suis prestataire, donc je suis jamais salarié du client final, mais j'aime bien faire un jeu de rôle où je m'imagine avoir un intérêt direct à cette entreprise, à son secteur d'activité. Donc j'ai fait des choses passionnantes, après c'est vrai des secteurs d'activité, la fusion nucléaire, j'ai fait l'affrètement maritime, j'ai fait les croisières, j'ai fait les hélicoptères, donc là dans l'aéronautique, j'ai fait des tas de choses qui m'ont passionnée, où j'ai découvert plein de... Ah oui, j'ai aussi fait tout ce qui est tout ce qui est autoroute, donc les exploitations autoroutières. Et en fait, moi j'adore parce que je découvre ce qui existe dans d'autres secteurs d'activité, ce qui existe derrière dans les coulisses en fait. Et donc spontanément, comme ça me plaît, j'ai la créativité naturelle. Mais si vous êtes depuis 20 ans business analyst dans une banque, vous connaissez par cœur en fait la banque, vous aurez peut-être du mal à être créatif parce que vous avez tellement une routine et une méthode de pensée qui est devenue habituelle que vous aurez du mal à sortir des clous. Donc je vous invite à avoir cette curiosité de découvrir d'autres secteurs d'activité, d'autres entreprises pour pouvoir éveiller votre intérêt et stimuler votre créativité sur un problème à résoudre. Une deuxième chose que toutes ces méthodes, un autre facteur, voilà, de toutes ces méthodes, c'est en général de penser à une contrainte. Contrainte, ça veut dire quoi? C'est qu'on part du postulat qu'on n'a pas de ressources, pas de temps, pas d'argent, et qu'on va résoudre le problème. Et comment on va le résoudre de manière créative, sans ressources. Ça, c'est vraiment ce qu'on fait en design thinking. On fait la phase de divergence, on balance tout sur la table, et après seulement on parle ressources. Par contre, vous avez bien compris, si vous m'avez suivi, l'effectuation, c'est l'inverse. L'effectuation, elle part on a des ressources définies, réelles, et on part sur ces ressources pour être créatif. Donc cette notion de contrainte est importante également. Ensuite, il y a la connexion d'idées entre elles. Ça, c'est ce qu'on appelle l'utilisation du benchmark dont je vous ai parlé. Le fait d'aller utiliser ce qui fait de meilleur ailleurs pour pouvoir les connecter avec votre problématique qui a peut-être rien à voir, mais ça va vous faire émerger des idées.
Et enfin, un quatrième facteur, c'est les conventions. Quand on est créatif, on doit apprendre à briser les conventions sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et c'est pas un exercice facile, encore une fois, parce que souvent on a des idées toutes faites de « ah bah ça marchera jamais, ça marche tout le temps ». En fait, dès que vous dites toujours ou jamais, attention, c'est des croyances limitantes qui vous empêchent d'être créatif. Donc, quand on est créatif, quand on fait des ateliers de créativité, de brainstorming, de design thinking et autres avec nos contributeurs, eh bien, quand les gens en face de vous, ils commencent à comprendre qu'ils peuvent péter leurs conventions et leurs croyances limitantes, vous allez vous rendre compte qu'ils se prêtent au jeu avec énormément de plaisir. Et ça, c'est génial parce qu'en fait, on se rend compte, et ils se rendent compte, vos contributeurs, qu'en fait, il n'y a pas de limite à leur créativité. Je vous remercie énormément d'avoir participé à ce replay. N'importe quoi, pas encore, à ce direct. Donc si vous avez aimé, je vous invite à liker et à partager également, et puis à diffuser plus largement possible en fait des informations, à m'aider un petit peu à transmettre toutes ces informations sur notre beau métier de business analyst autour de vous. Pour le prochain live, je vais répondre à la question suivante: comment animer des ateliers avec ses contributeurs? C'est assez vague, mais je vais un petit peu préciser le sujet, mais je sais que ça peut intéresser pas mal de business analysts, notamment débutants, qui n'ont pas l'habitude de ces séances d'élicitation. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me les posez par mail, dans le chat, commentaires, tout ça. Je les lis avec plaisir, et puis j'espère pouvoir faire des lives sur des questions qui vous interpellent. Et puis j'en ai fini, donc je vais vous souhaiter une très bonne après-midi pour celles et ceux qui sont comme moi à l'heure du repas, 13h07, et puis à tous les autres qui me regardent en replay, à bientôt sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook et tout l'écosystème de mon blog. Ciao tout le monde, bye bye.